Camille Perrin, département du Nord. Je suis responsable de la mise en place de la démarche donc HQE infrastructure et anciennement route durable au sein de la collectivité territoriale. Bonjour, Christophe Staman, département du Nord, et donc je suis le chef de projet pour l'opération auditée. Donc, Certivia nous a sollicité pour vous présenter donc un retour d'expérience sur la première opération qui a fait l'objet d'un audit HQE infrastructure en phase programmation. Donc, il s'agit d'une opération alors qui est pas très grande, qui fait 800 mètres dans un village qui s'appelle Mekini, donc une route départementale 154. Il s'agit notamment de conforter des berges, de reconstruire la chaussée. Donc, on va commencer par vous présenter l'opération. Alors donc le projet se situe au sud du département du Nord, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, à proximité, comme vous voyez, de l'axe routier Maubeuge-Valenciennes, sur la commune de Mekini, qui est un village d'environ 700 habitants à caractère rural, à proximité d'un grand massif forestier, la forêt de Mormal, et au cœur du parc naturel régional de l'Aveyron. Alors l'environnement se caractérise par un habitat pas très dense, entouré de parcelles bocagères, où cohabitent des nouvelles habitations avec les maisons les plus anciennes au centre du village. La commune est traversée notamment dans son axe ouest-est par la route départementale RD 154, qui est longée sur plusieurs centaines de mètres par un ruisseau donc, que l'on appelle l'Azou. Alors le projet consiste à conforter les berges du ruisseau qui sont en cours de dégradation et à reconstruire la chaussée donc, qui se dégrade sur une longueur de 800 mètres avec ponctuellement la mise en place d'un drainage pour capter plusieurs sources le long de la RD. Alors, le profil en travers de la chaussée sera variable afin de permettre simultanément la continuité du cheminement piétonnier le long de la RD et la mise en place des ouvrages de soutènement de la berge du ruisseau en génie végétal. Mais une longueur de 5,50 m de la chaussée donc de manière constante sera recherchée dans la mesure du possible. En effet, actuellement, la largeur de chaussée elle est très variable. Elle oscille entre 4,60 m et 6 m environ. Et donc les réductions de largeur de chaussée font l'objet d'aménagements de sécurité spécifiques de type écluse. Donc, comme le sollicite finalement la première partie du référentiel, donc la partie système de management opérationnel, donc on a mené cette opération en commençant par un diagnostic du territoire, à l'issue duquel finalement on a défini l'ensemble des contraintes et l'ensemble des enjeux de cette opération. Donc on a établi une carte de synthèse qu'on propose de voir ensemble. Donc voilà. Cette carte de synthèse donc, a été réalisée sur un fond de vue aérienne. Donc elle synthétise toutes les contraintes que nous avons pu relever et tous les enjeux liés à cette opération. Alors donc le projet est matérialisé sur la carte par le trait rouge. À proximité immédiate, vous voyez un fin trait bleu qui représente le ruisseau. On peut noter aussi des petits traits jaunes intermittents le long du trait rouge. C'était pour marquer les trottoirs actuels. Donc au niveau des contraintes, vous avez le périmètre de protection du monument historique, donc, qui est représenté par l'arc de cercle marron. Donc le périmètre de monument historique correspond à la protection d'éléments intérieurs de l'église qui se situe en haut à gauche de la carte. Donc sur cette carte, vous voyez des pastilles de différentes couleurs avec des étiquettes. Donc tout ça, ça synthétise les projets communaux qui ont été relevés lors des réunions de concertation en mairie.
Donc on va commencer par la partie en bas à droite, partie sud-est du projet. Alors donc vous avez une pastille couleur magenta, rose magenta qui correspond à un projet communal déjà engagé. Donc, il s'agit de la construction de la future mairie, école et maison des associations. Donc je précise que les couleurs des pastilles représentent un degré de priorité dans les projets communaux. Donc à proximité, vous voyez de l'autre côté de la route le stationnement école qui est représenté par une pastille orange, donc qui est un projet communal à moyen terme, après 2016. Et vous avez aussi les pastilles bleu foncé qui représentent les projets communaux à plus long terme. Donc vous avez tout en bas à droite l'aménagement du sentier de la Fontaine et plus haut l'aménagement d'une pâture qui est en fait une aire de jeu. Et on note aussi à proximité l'emplacement de la mairie école actuelle. Bon, après, si on se dirige sur la partie nord-ouest en haut à gauche du projet, donc là, vous voyez qu'il y a une pastille marron qui symbolise un projet communal à court terme, donc aux environs de 2016, qui consiste à l'aménagement du parvis de l'église, une mise en norme d'accessibilité. Et vous avez trois autres projets à plus long terme, comme l'aménagement du cimetière ancien qui est plus au nord, et ensuite au niveau de part et d'autre de la route départementale, l'aménagement du stationnement de l'église et des abords de la voie. Et on peut noter aussi, donc, aux extrémités du projet, les petits symboles où on voit un autocar, donc il s'agit des arrêts existants. Les arrêts arc-en-ciel, donc c'est les transports collectifs départementaux. Vous en avez un à chaque extrémité du projet et vous en avez un autre plus au centre du projet au niveau de la mairie école actuelle, où là c'est un arrêt qui va être destiné à disparaître lors de l'installation de la future mairie école. Là, actuellement, cet arrêt est utilisé pour les élèves de l'école communale pour aller à la piscine. Donc au niveau des principaux enjeux de cette opération, vous avez bien compris qu'il s'agit donc avant tout de reconstruire une chaussée pérenne pour maintenir un niveau de sécurité optimal, de conforter donc les berges de la Zoute, d'assurer l'accès des modes doux, puisqu'en fait on a des cheminements piétons ici qui figurent en jaune, qui sont discontinus le long de la chaussée. Pour le département également, de minimiser les coûts d'investissement et de fonctionnement des ouvrages hydrauliques, de garantir donc ce bon fonctionnement hydraulique, tenir compte aussi des emprises du projet, c'est-à-dire qu'il n'était pas question pour nous d'acquérir des terrains, donc on devait se contenter de l'emprise actuelle. D'homogénéiser également le traitement paysager et patrimonial du cours d'eau. Organiser aussi les déplacements de réseau avec les concessionnaires. Au niveau des premières photos, vous avez dû voir qu'effectivement, on avait des mâts en plein milieu du cours d'eau, en fait. L'idée aussi, c'était de susciter une synergie et un effort de préservation et de restauration de l'entretien du milieu. Donc le département du Nord, lui, a la charge effectivement de conforter les berges côté chaussée. Par contre, l'autre côté des berges est sous seing privé avec différentes habitations, différents riverains. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une prise en compte finalement par les habitants de cette nécessité d'entretien. Et enfin, favoriser donc la mixité des usages de la route en développant notamment les modes doux. Donc les objectifs fonctionnels, vous les avez repris ici. Donc comment on a traduit tout ça en performance de développement durable, donc au travers des 16 objectifs. Donc on n'aura pas le temps matériel de tous les présenter, mais vous avez ici finalement la photographie de la performance de développement durable de cette opération compte tenu des enjeux précités. Donc on revient rapidement sur la légende. Donc un objectif qui serait traité en base,
C'est un objectif pour lequel on respecte finalement la pratique courante ou la réglementation. Un objectif qui est traité en performance est un objectif pour lequel on va mettre en œuvre de bonnes pratiques, on va aller un petit peu plus loin. Et un objectif très performant, c'est vraiment un objectif pour lequel le maître d'ouvrage, compte tenu de l'enjeu pour son opération, va mettre en place finalement des moyens spécifiques. Donc, au niveau de cette photographie, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a donc 3 objectifs qui vont être traités en très performants. Donc, l'impact et l'acceptabilité du chantier. L'objectif 6, gestion de l'eau. Et l'objectif 10, sécurité. Donc, on voit bien que c'est tout à fait cohérent entre les enjeux présentés, notamment donc garantir le bon fonctionnement hydraulique de l'ADZOU, le confortement des berges, c'est tout à fait cohérent avec un objectif très performant de gestion de l'eau. De la même façon, d'un point de vue sécurité, assurer finalement la sécurité à la fois des usagers et des piétons, c'est un niveau très performant qui est recherché. Ce qui se traduit aussi par la complémentarité des modes de transport, notamment au niveau des continuités piétonnes, où on va chercher effectivement un niveau performant sur cet objectif. Donc 3 objectifs traités en très performant, 7 objectifs traités en performant. On peut reparler ici de la synergie et de la cohérence avec les projets du territoire qui vous ont été présentés par Christophe. Et donc, pour être certifié, une opération doit obtenir 8 points. Alors, sur ce projet, on constate qu'on a 3 objectifs donc traités en très performant. Donc, sur chacun de ces objectifs traités en très performant, on affecte un coefficient de 2 points. Donc, on est à 6 points. Et 7 objectifs sont traités en performant. Donc, on ajoute 7 points, ce qui fait que cette opération bénéficie de 13 points. Donc, on est bien au niveau des points, on est bien supérieur au minimum requis qui est de 8 points. Donc, cette opération, en tout cas, est certifiable. Un petit mot sur le planning. Oui. Donc au moment de l'audit, le planning initial comprenait les procédures réglementaires, donc tout ce qui est dossier loi sur l'eau, enquête publique, donc ça devait se dérouler de fin 2015 à fin 2016. Ensuite, après la certification phase programme, donc on a entamé les phases de conception, donc à partir de janvier 2016 jusqu'en septembre 2016, où là on prévoit l'approbation du projet. Les procédures d'appel d'offres seront réalisées en 2017 pour une réalisation des travaux second semestre 2017 et une mise en service 2018. Donc j'attire l'attention que ce planning est susceptible d'être modifié parce qu'actuellement le département met en place un programme pluriannuel d'investissement et cette opération n'apparaît pas prioritaire et donc le planning va très certainement être modifié. Donc en 2013, le budget alloué à cette opération était de 1,050 000 €, donc, pour 960 000 € consacrés aux travaux et 90 000 € consacrés aux études. Alors un petit mot donc sur les bénéfices de la mise en place de cette certification HQE infrastructure. Ce que l'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on a fortement développé les études amont. Donc, on va beaucoup plus loin en matière de diagnostic du territoire. Alors, on le faisait très régulièrement sur des grosses opérations routières, mais pour des opérations un peu de plus petite envergure, comme celle de Mekini, quand il n'y avait pas d'études d'impact, on n'allait vraiment pas aussi loin dans le diagnostic du territoire et la recherche finalement des enjeux d'une opération et être sûr d'avoir fait le tour de la question. Donc le référentiel HQE pour nous c'est aussi vraiment un outil très pragmatique puisqu'en fait on l'utilise comme une checklist de développement durable qui est facilement accessible pour nos chefs de projet puisqu'en fait on va retrouver les 3 piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnement.
auquel s'ajoute aussi euh, on va dire un grand thème qui est le management responsable. Donc, on est sûr de passer en revue en fait l'ensemble des préoccupations de développement durable au travers finalement de cette approche de performance de développement durable de la route. Donc, comme je vous le disais, effectivement, on va vraiment aussi développer l'aspect dialogue, concertation et arbitrage en phase amont. Ce qui pour nous, notamment quand il y a beaucoup d'interlocuteurs, permet d'identifier des possibles divergences bien en amont et finalement de sécuriser nos projets routiers quand on arrive à la phase vraiment passation de marché et réalisation des travaux. Alors, ce que ça a vraiment changé dans les pratiques en interne, en gros, on est passé vraiment du contrôle pas vu, pas pris à un autocontrôle interne très développé. Donc, lorsque je prépare un audit de certification avec un chef de projet, on programme à peu près nos travaux 6 mois avant le démarrage d'une opération et on se rencontre à peu près à toutes les 2-3 semaines à raison d'une demi-journée. Donc il y a effectivement un temps passé qui est non négligeable, mais ça permet vraiment d'aller à la certification de façon sereine. Et ça permet aussi finalement une formation du chef de projet qui n'est pas toujours au fait de l'ensemble des exigences du référentiel. Donc au cours de ces réunions, on développe surtout la maîtrise documentaire, parce qu'effectivement le référentiel préconise exige une traçabilité systématique. Et donc, en interne, on a développé des outils qui, d'un point de vue démarche qualité, sont des enregistrements. Donc, c'est des documents types que le chef de projet a pour mission de compléter. Et donc, on en a à peu près une douzaine. Donc, on peut citer par exemple l'engagement du maître d'ouvrage. Donc, il a toujours le même formalisme. C'est une feuille A3 pliée en deux. L'auto-évaluation, donc de la performance de développement durable, les fiches actions correctives également, qui sont des documents types, le suivi des besoins et attentes, l'identification, la hiérarchisation des enjeux. Alors, ce qui nous est souvent demandé, c'est comment tout ça se traduit finalement dans nos marchés travaux. En calquant un peu sur les démarches qualité, on a mis en place un document spécifique dans nos marchés travaux que l'on appelle donc un S3D, schéma directeur de développement durable, pour lequel finalement les entreprises vont nous répondre grâce à un SOPAD, un schéma organisationnel de plan d'assurance de développement durable. Et on va demander aux entreprises attributaires de nous remettre lors de la période préparatoire le plan d'assurance de développement durable de l'opération. Et ce PADD sera suivi via des indicateurs tout au long de la vie du projet, en moyenne via une réunion qui a lieu une fois par mois. Pour des opérations aussi d'importance, on demande à ce que l'entreprise dispose d'un référent HQE qui est différent bien sûr du responsable du chantier en tant que tel. Si on repart un petit peu au niveau des phases amont, cette méthodologie de projet peut vraiment permettre la remise en cause donc, de la commande publique. Alors on a tous connu dans les départements une certaine commande politique qui était par exemple de créer des giratoires en entrée de ville. Cette démarche HQE infrastructure qui finalement nécessite de faire un diagnostic, de définir des enjeux et seulement après de s'interroger sur les parties d'aménagement en comparant à minima deux parties d'aménagement. Donc le premier étant effectivement une solution technique et le deuxième pour en fait par exemple le scénario au fil de l'eau. Permet de remettre en cause des commandes qui parfois sont des commandes injustifiées. Alors, par exemple, sur cette opération, Christophe. Oui, donc historiquement, à l'origine, cette opération était une phase d'une opération un peu plus vaste de logique d'itinéraire sur toute la RD 154, sur plusieurs communes. C'était une opération plus vaste qui consistait à faire une mise aux normes de largeur sur toute la RD. Et donc l'opération auditée était une phase de cette grande opération. Et donc on s'est rendu compte en faisant le programme que l'intitulé d'origine n'était plus adapté.
parce que donc l'opération consiste à reconstruire une chaussée après le confortement de berge de ruisseau et donc ce qui nous a amené à redéfinir l'intitulé de l'opération. Enfin, ce qu'on peut aussi noter, c'est que des opérations routières prennent facilement plus de temps hein, que, par exemple, le HQ bâtiment. Donc, une opération routière qui peut, par exemple, prendre 3, 4, 5, 15 ans, parfois, ça dépend de la nature du projet. Euh, on se rend compte aussi que toute la traçabilité qui a pu être mise en place, euh, c'est vraiment une plus-value pour avoir la mémoire finalement des choix qui ont pu être opérés. On constate par exemple sur cette opération, dans le cadre du transfert de compétences, donc ça doit être de la loi NOTRe, l'ensemble des réseaux de concessionnaires, finalement, vous avez vu dans les photos qu'on avait des mâts d'éclairage public en plein milieu du lit de la rivière. Donc là, sur ce sujet-là, il y a un changement de compétences a priori. Oui, c'est-à-dire que à l'origine, la compétence éclairage public relevait de la commune. Et donc en 2016, l'intercommunalité donc a repris cette compétence éclairage public. Ce qui induit qu'on a des changements d'interlocuteurs pendant la vie du projet. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas se contenter de l'écoute des besoins et attentes simplement en phase programme, mais de bien poursuivre l'écoute des besoins et attentes tout au long de la vie du projet, puisqu'on a des interlocuteurs qui effectivement peuvent varier. Alors un petit mot sur le déroulé de l'audit. Donc on a passé commande auprès donc, de Certivea, qui a missionné un auditeur. Alors pour nous, l'auditeur était quelqu'un vraiment de la profession routière, très compétent. Il est notamment son emploi est au CEREMA, où il est responsable d'un laboratoire. Et c'était d'ailleurs l'auditeur qui nous avait suivis en phase de test. Ce qui explique que donc, pour cette phase programme, l'audit a duré 2 jours, donc c'était mi-décembre. Le premier jour a été consacré donc, à l'audit du système de management opérationnel, où là, vraiment, l'ensemble des exigences du référentiel a été passé en revue. Comme on avait un peu de temps sur cette première journée, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de visite du site, alors que d'habitude, il y a toujours une visite du site. Donc, il n'y a pas eu de visite de site cette fois-là, parce que l'auditeur connaissait déjà le terrain. Donc, sur cette première journée, on a pu également passer en revue l'ensemble des objectifs pour lequel le département du Nord visait un niveau très performant. Et le deuxième jour, on a donc également passé en revue tous les autres objectifs, donc en totalité, les performants et les bases. Ce qu'il faut noter, c'est que normalement, l'auditeur n'a pas d'obligation à auditer l'ensemble des objectifs, puisqu'on considère que l'ensemble des objectifs doivent être passés en revue à l'issue des 3 audits, programme, conception, réalisation. Donc usuellement, on est plutôt sur un tiers des objectifs qui sont passés en revue. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours, à l'issue de chaque journée, une restitution partielle avec les points forts et les éventuels écarts qu'a pu détecter l'auditeur. Donc les questions de l'auditeur, ça porte bien sûr sur l'ensemble du SMO, donc y compris sur la capitalisation. Donc même en phase programme, il faut s'interroger sur notre manière de capitaliser. On a bien évidemment une vérification de la performance de développement durable. Donc une vérification, est-ce qu'on a le minimum de points, est-ce qu'on a bien les 8 points obtenus. On vérifie aussi, l'auditeur vérifie également, donc est-ce qu'il y a bien cohérence entre les objectifs pour lesquels on vise une certaine performance et les enjeux de notre opération. Et puis finalement, l'auditeur va vérifier donc par échantillonnage notre auto-évaluation et il va confirmer ou non finalement qu'il est d'accord avec notre évaluation et donc il contrôle le calcul des points. Tu conclus sur les résultats de l'audit? Oui, donc l'audit s'est très bien passé. L'auditeur n'a pas décelé de lacunes graves ou de dysfonctionnement dans la conduite du projet. Néanmoins, il a relevé quand même 3 points sensibles.
notamment au niveau du choix du scénario qui est en contradiction avec l'appellation initiale de l'opération. J'avais expliqué tout à l'heure qu'à l'origine l'opération consistait à faire une mise aux normes de largeur, mais depuis elle s'est orientée vers l'aménagement des berges qui se sont dégradées et donc la reconstruction de chaussées. Donc dans les trois scénarios qui ont été étudiés, donc, il y avait une contradiction avec l'intitulé du projet qui a été revu depuis. Il a également décelé que l'outil de planification de l'opération n'est pas à la hauteur des autres outils qu'on a pu présenter. Donc c'était un peu un planning fait maison à partir d'Excel. Et donc sur ce planning, il y avait une difficulté à visionner l'enchaînement des tâches tout au long de l'opération. Et donc, comme l'a précisé tout à l'heure Camille, les compétences des collectivités évoluent avec la loi NOTRe et donc il convient de s'assurer de convier tout au long du projet toutes les parties prenantes qui adhèrent au projet. Et donc l'auditeur a aussi relevé 3 points forts, c'est-à-dire l'intégration des exigences HQE dans le système démarche qualité de la voirie, l'affectation d'une compétence interne au HQE, donc par le biais d'un référent dédié, et une organisation documentaire exemplaire. Donc c'est-à-dire que toutes les pièces étaient bien triées dans des fichiers informatiques, dans des dossiers, et on pouvait tout au long de l'audit retrouver très facilement des justificatifs, des comptes rendus de réunion, en fait toutes sortes de documents qui justifient donc La performance atteinte, la par exemple. performance interne. Ce qui explique aussi ce dernier point que l'on a passé en revue en fait l'ensemble des objectifs, donc les 16 objectifs, puisque finalement, comme l'auditeur avait accès très facilement à la preuve que l'exigence était satisfaite, il a gagné un peu de temps, donc il a pu passer en revue les 16 objectifs. Alors le point de vue de l'équipe projet, c'est qu'effectivement le temps de préparation et le mode de preuve, c'est quelque chose qui est un petit peu fastidieux, il ne faut pas s'en cacher, mais c'est un passage nécessaire. Les conditions d'audit, c'est quelque chose vraiment qui est très constructif de part et d'autre. L'auditeur, finalement, en posant vraiment un ensemble de questions, permet à l'équipe projet de se concentrer sur un projet pendant 2-3 jours, ce qui nous arrive quasiment jamais. On a apprécié également le fait que le déroulement soit très méthodique, c'est-à-dire qu'on suit un plan d'audit, donc on n'est jamais vraiment perdu. L'intérêt du regard extérieur nous fait vraiment progresser. C'est-à-dire qu'on a affaire à un auditeur qui est compétent, qui est du domaine d'activité, donc il y a des choses qui sont vraiment du BABA de la compétence routière qu'on n'a pas besoin d'expliquer, donc on a le même vocabulaire. Par contre, le fait effectivement d'être pas partie prenante sur cette opération ou sur les modes de fonctionnement du maître d'ouvrage, ça permet vraiment d'avoir un regard extérieur. Comme par exemple le fait de l'anticiper le plus possible. On sait que la loi de NOTRe va arriver, on sait effectivement que les mâts d'éclairage vont être gérés par une intercommunalité, mais on n'avait pas forcément anticipé ce genre de choses. Et globalement, on est toujours prêt pour réaliser un autre audit. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Donc, on est prêt pour des questions-réponses. Alors, la première question concernait le fait que le conseil départemental soit allé chercher la certification avec 13 points au total, donc bien supérieur aux 8 points minimum. C'est peut-être une question pour Solène, mais qu'est-ce qui motive le maître d'ouvrage à aller au-delà des 8 points? Il n'y a pas de récompense particulière à obtenir, par exemple,
plus de points que les 8? Moi, je peux vous donner une première réponse et Solène complétera. En gros, quand vous établissez votre performance de développement durable, nous, on ne se pose jamais la question du nombre de points. C'est-à-dire qu'on regarde quels sont nos enjeux. Donc, quels sont les enjeux? On les classe en 3 catégories chez nous. Donc, les enjeux d'opportunité. Par exemple, il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'encombrement du trafic. Donc, tous ces enjeux d'opportunité. Ensuite, quels sont les enjeux à gérer? Donc, souvent, c'est des enjeux liés à des contraintes réglementaires, environnementales. Et quels sont les enjeux en devenir? Donc, les enjeux finalement portés par d'autres maîtres d'ouvrage. Et en fonction de cette liste d'enjeux, on va se dire, bon ben voilà, ma performance de développement durable, elle doit être au minimum performant, voire très performant sur la sécurité, sur les milieux naturels, sur la gestion des emprises, par exemple. Donc on va lister finalement tous les, comment dire, on va croiser les enjeux avec les objectifs de performance de développement durable en disant sur ces objectifs-là, je vais chercher à être performant ou très performant. Et on va commencer à écrire une première auto-évaluation. Et c'est à l'issue de cette première auto-évaluation qu'on va finalement découvrir combien on a de points. Donc, bien évidemment, on doit vérifier qu'on a les 8 points, mais on s'empêche jamais d'en avoir beaucoup plus, dans la mesure où ce que l'on cherche avant tout, c'est la cohérence entre les enjeux et notre performance de développement durable. Parce que si vous cherchez à faire un minimum de 8 points, juste minimum, un auditeur risque de constater que vous n'avez pas mené à bien votre réflexion et que vous n'avez pas été suffisamment cohérent et qu'il y a par exemple un enjeu de votre opération qui n'est pas traité, par exemple. Oui, vous risquez sur certains points d'être hors sujet au niveau de l'audit. Le résultat, essayer d'adapter. Voilà. Il ne faut pas partir du résultat, c'est tout à fait ça. Oui. Ouais. Il faut vraiment partir des enjeux et des contraintes liées au projet et définir après on va dire l'armature du profil de la PDDR. Quoi. Et donc ensuite le nombre de points, il peut être variable selon le type de projet et les enjeux. Il faut vraiment pas le construire à l'envers. Il faut pas se dire je dois avoir 8 ou 9 points, je regarde là où c'est le plus facile et ensuite j'écris le reste. Si vous travaillez comme ça, déjà c'est pas en cohérence avec les exigences du référentiel et un auditeur risque quand même fortement de s'en apercevoir et voilà. Je peux vous donner un exemple sur une autre opération. Moi j'étais auditeur pour une autre opération donc dans l'Eure. Ça, c'est le genre de choses que l'on détecte. C'est-à-dire, on met ça sur le dos d'une incompréhension ou d'une mauvaise interprétation du référentiel. Mais c'est comme si on avait décidé d'être très performant, par exemple, sur la gestion des emprises, alors qu'on n'a aucun enjeu lié aux jeux emprises dans la mesure où, justement, on fait aucune acquisition foncière. L'autre question, c'était est-ce que cette démarche vous allez la dupliquer sur d'autres opérations et comment vous allez faire le choix des opérations qui feront l'objet d'une future certification. Est-ce que vous faites une étude lors de votre réponse sur ma première question, on voit que vous faites un travail préalable de savoir quelles sont les opportunités, les enjeux de l'opération. Ensuite, dans un second temps, vous voyez si les 8 points sont acquis ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites systématiquement ou est-ce que aujourd'hui vous allez plutôt identifier des opérations à risque de contentieux ou vous savez déjà qu'il y a des problématiques avec les élus, avec les riverains et la mise en place de la démarche HQE va vous permettre de réduire le risque lié à ces enjeux identifiés en amont. Voilà, quelle est aujourd'hui votre démarche là-dessus? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. Le premier temps, c'est comment ça se passe à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, tous les grands projets, par exemple, contournement nord de Valenciennes, on est à entre 120 et 150 millions d'euros. Donc, tous les grands projets neufs
sont menés selon le référentiel. Alors, ces projets sont déjà initiés, donc ils le sont selon l'ancien référentiel, qui est le référentiel route durable, mais qui sur le principe est le même que le HQE. Donc dès lors qu'on a un projet d'importance, il est mené, parce qu'il y a des risques, il est mené selon le référentiel, on va dire HQE. Les projets de plus petite envergure, on a une démarche qualité qui fait qu'on se pose la question à l'issue effectivement de la phase de diagnostic du territoire. Donc il y a une réunion entre le chef de projet et on va dire le responsable de l'arrondissement qui évalue conjointement l'opportunité ou non de mener une certification. La question était concerne le temps passé, le temps dédié que vous avez sur les opérations. Je pense que c'est une question, quand j'irai voir un conseil départemental du côté de Montpellier où je suis localisé, l'Hérault, de Gard et d'autres départements alentours, c'est une question qui reviendra, je pense, sur le temps à passer. Parce que ça à prendre en compte, alors soit c'est en interne comme dans le Nord, soit c'est une prestation externe, mais quel est le temps que vous allouez à cette démarche-là au sein du département? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on travaille avec la maîtrise d'œuvre externe. Sur cette opération, qui est une petite opération, on a travaillé en régie. Mais dès lors qu'on est sur des grands projets, on externalise toujours, on fait appel à des bureaux d'études en maîtrise d'œuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, même en phase programme. Donc, ce qui est important, c'est il faut vraiment que la personne, il faut vraiment que dans la maîtrise d'ouvrage, il y ait quelqu'un qui soit référent sur ces notions-là. Parce que sinon, c'est toujours le même problème, vous n'allez pas parler le même langage. Donc il faut vraiment que le maître d'ouvrage s'implique un minimum et un chef de projet formé effectivement au référentiel ou un référent. Donc en gros, préparer un audit qui est une maîtrise d'œuvre, externe ou pas, pour un maître d'ouvrage, c'est en moyenne, quand il est rodé, 4 jours de travail. 4 jours de travail, vraiment de préparation pure. Après, ça sous-entend que le chef de projet derrière, il établisse les documents, qui sont parfois des documents un peu spécifiques. Après, c'est une méthodologie de travail à avoir. Donc la première opération est longue à mettre en place, et puis après, il y a des choses qui viennent un peu plus routinières. Donc, pour moi, en tant qu'on va dire référent, c'est à peu près au minimum 4 à 6 jours de travail des 6 mois précédant l'audit. Pour le chef de projet, c'est combien de temps? Après, je ne peux pas vous donner vraiment un volume d'heures, mais on y a consacré à peu près 6 mois, un semestre, on va dire, entre mai-juin 2015 jusqu'en décembre. Sachant que les 2 ou 3 dernières semaines, normalement le travail est déjà fait. Une fois que l'audit est commandé, en général, on n'a pas trop de travail parce que tout a été fait tout au long du processus. Donc, il ne faut pas que ça vienne en plus ouais. des documents qui sont établis pour le projet, parce que sinon, ça fausse un peu les résultats. Un engagement, c'est un engagement, un programme, c'est un programme. Il ne faut pas que ce soit considéré comme une surcharge Voilà, complémentaire. Voilà. Oui. Mais nous, pour notre opération, la préparation de l'audit, oui, je vous dis, a pris environ 6 mois, quoi. On va dire vraiment 4 mois de travail régulier. Après, Oui, pas à 100%, je veux dire, non, pas du tout non. même. Le temps vraiment d'auto-évaluation, de, comment dire, oui, voilà, d'autocontrôle, c'est 3 à 4 jours. Mm. Voilà. Pas D'accord. plus. Oui, c'est une demi-journée à chaque fois Ouais. et avec, on va dire, une réunion à peu près tous les 3 semaines, un mois. Donc si on cumule tout ça, oui, ça fait à peu près 4 jours de travail, quoi. Voilà, j'ai terminé pour mes questions.
Ok, bah, merci. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci Camille, merci.